Bon, bah c'est le 20e. C'est le 20e. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 20e épisode qui est la conclusion donc, de toute cette première saison de la dernière clé. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va revenir un petit peu sur les différentes clés des différents invités. Donc on a eu 19 invités jusqu'ici. Donc un bon paquet de choses qui ont été dites. Ouais. Déjà bravo à nous. Ouais, bravo. Je te serre la main. Ceux qui sont sur la vidéo vous verrez, mais on vient de se serrer la main très très solennellement. Non, parce qu'on a commencé en octobre et voilà, et on n'a pas arrêté la machine. On s'était fixé vraiment un épisode toutes les 2 semaines qui devait sortir et on s'y est tenu. Voilà, et c'est important de dire aussi que c'était pas notre projet principal parce qu'on aurait eu que ça à faire, on aurait peut-être pu faire plus qu'un épisode toutes les 2 semaines, mais là c'était vraiment quelque chose. On a commencé comme un side business, side hustle, tout ce que vous voulez, un side hobby, et en fait on s'est vraiment découvert une passion. On a vraiment capté que c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous écoutez cet épisode-là, c'est aussi peut-être que vous en avez écouté d'autres. Donc voilà, on est preneur de tous vos retours, de ce que vous en avez pensé. Particulièrement, moi j'aime bien les retours constructifs, les retours négatifs. Quand il y a des choses qui vont pas, il faut nous le dire. Comme ça, on s'améliore et on est meilleur derrière. Donc là, on va revenir sur le début. Comme disait Mathéo, on a commencé en octobre, c'est ça ? C'est ça. J'ai plus la date exacte, mais c'était mi-octobre. Je n'ai pas non plus la date, mais ouais, à peu près. Faudra qu'on note. Et donc l'épisode 1, on décide de se lancer. On se dit, non, je me rappelle, ah oui, je l'avais dit à Ruben Tayeb dans l'épisode où on a reçu Ruben, je crois l'épisode 12. Ah, je vais te dire, c'est l'épisode 12. C'est l'épisode 12, on avait reçu Ruben et j'avais déjà expliqué cette petite anecdote, mais il y a Ruben qui était venu nous voir dans notre master et qui nous avait dit, voilà les gars, faites du contenu à fond, travaillez votre personal branding, même pour plus tard, ça vous servira pas, vous aurez fait quelque chose, vous aurez appris. Et du coup, c'est de là que... alors, la vérité va être révélée, Mathéo, mais c'était mon idée, le podcast de base. C'était et en fait, j'ai soumis l'idée à Mathéo et il m'a dit, mais en fait, moi, je suis trop chaud, on fait ça à 2 et tout. Et moi, j'étais partant parce que toujours dans l'optique de vouloir bosser à plusieurs. Donc du coup, on a réfléchi avec Mathéo, c'est quoi les axes qu'on peut prendre et tout. Et en fait, on s'est dit, mais mec, on est en train de suivre un master qui nous a coûté quand même une certaine somme d'argent. Viens, on balance du savoir, tout ce qu'on apprend un peu tous les jours. Viens, on invite des gens cool, on profite un peu du blason de l'ESCP pour inviter des invités de qualité qui puissent nous donner des vrais conseils. Nous, ça va nous permettre de nous faire un réseau, donc de rencontrer toutes ces personnes-là qui sont des personnes absolument incroyables. Il y a pas une seule personne qui est venue dans le podcast. Et de continuer le cycle en fait qu'on faisait dans l'entrepreneuriat, parce que du coup, nous, ce dont on parle, c'est vraiment les débuts, l'entrepreneuriat, les jeunes, et c'est vraiment ce à quoi on a été confrontés au tout début de l'année avec Lucas. On est arrivé, en fait, on n'avait pas d'idée de projet réellement. Alors Lucas avait une petite idée en tête qu'il a pas mal évoqué dans les podcasts, qui fera un jour, je suis sûr et certain, son idée de néon. Les néons adaptatifs. Mais voilà, donc on était un peu lancé en pleine mer. Et c'est vrai que le master nous a énormément appris, nous a énormément construit sur notre façon de penser, de voir, de construire un business. Et on s'est dit que vu que c'était, comme tu as dit, une certaine somme d'argent et que c'est pas à la portée de tous et qu'on est un peu les Robins des Bois. C'est un peu ça. On est un peu les Robins des Bois où en fait on est allé prendre. On n'a pas cette prétention, mais ouais, là pour l'instant on n'a pas la légitimité, si vous voulez, de vous donner des conseils. Pourtant, moi et Mathéo aussi, c'est quelque chose qu'on adore faire, c'est transmettre. Donc là, on avait la possibilité d'inviter des gens pour transmettre des choses que nous on nous a aussi apprises pendant l'année. Donc on s'est dit go, on se lance. Donc premier épisode pilote, on s'est dit voilà, il faut qu'on voit un peu comment va être fait cet épisode-là. Je ne sais plus exactement comment on a pondu l'idée de faire venir un jeune entrepreneur pour venir poser ses questions, mais finalement ça c'est dès qu'on a soumis l'idée. Tu sais comment c'est venu ? C'est venu parce qu'en fait on avait dans notre master des CEO Talk, et donc c'était des personnes qui venaient nous présenter, pitcher leur boîte, souvent voilà des jeunes, et du coup nous on adorait ça et on y allait à tous. Merci Zoé. Il y a quelques-uns qu'on n'a pas pu faire parce qu'on faisait des tournages de podcast. Et en fait, je pense que c'est venu de là. On a aimé ce rapport entre des élèves et une personne qui donne un savoir de son temps gratuitement pendant 1 heure. C'est ça. Et en fait, on s'est dit, faut reproduire ça en podcast. Ça va être intéressant pour qu'on puisse le propager. Donc là, on n'est pas trop sûr, mais s'il y a une saison 2, ça sera plutôt dans cette veine-là. Moi, je trouve que c'est vraiment ça qui a plu aux gens dans ce podcast. Et encore une fois, on est preneur de vos feedbacks, mais
mais voilà, d'avoir un jeune qui vient poser ses questions, ça peut être une façon pour tous les auditeurs de se reconnaître dans ce jeune-là. Donc voilà, c'était un peu l'objectif. Donc moi, je pense que nous, on aurait aimé avoir quelqu'un comme un peu un mentor qui nous donne des feedbacks hyper constructifs sur notre projet et nous aiguille Clairement. Un peu sur notre... Clairement. Donc voilà, comme je disais, rencontrer des gens, se faire un réseau, commencer un projet avec Mathéo pour voir un peu comment on travaille ensemble, parce qu'à côté, on en a parlé également, mais on avait un autre projet qui était le projet du master, qui était de faire des fan zones sportives pour tous les sports, donc reproduire un peu les fan zones qu'on a connues pendant la Coupe du Monde et l'Euro pour le foot, mais à plus grosse échelle pour beaucoup plus d'événements sportifs et pour tous les sports. Au final, ce projet a pas abouti parce que il y a plein de raisons qu'on va pas évoquer ici, mais voilà, c'était aussi une façon de se tester un peu avec Mathéo. Et puis, mine de rien, on s'est découvert une petite passion parce qu'en fait, ces premiers épisodes, on a beaucoup aimé les tourner. On a beaucoup aimé entendre notre voix moi, personnellement, j'aime pas entendre ma voix dans les vidéos, mais quand j'ai tourné un podcast pour la première fois, la qualité du micro et le fait que ça fasse très pro en fait de s'entendre dans un casque comme ça, le casque est très pro, le micro est très pro, tu vois, et finalement ça va, j'ai pas été dégoûté de ma propre voix et d'entendre les autres, c'est vraiment ça, c'est un exercice que je recommande à tous de faire au moins une fois. Ça vous met dans une bulle et vraiment le podcast tu rentres dans ta bulle et à partir du moment où tu mets le casque, il y a plus rien autour. Il y a plus rien autour, t'es dans la discussion, tu ne peux pas être plus focus dans une discussion que pendant un podcast. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu personnellement. Et donc voilà, après ça c'est tout l'aspect technique et les caméras. Mais on n'a pas toujours eu ces conditions-là. Genre aujourd'hui on est dans une bulle et on a réussi à l'être grâce à l'ESCP qui nous a mis à disposition ce magnifique studio. Mais on va en reparler. Le premier épisode avec Alexis de Berned et les autres qui ont suivi, on était dans l'appartement de Lucas. C'est-à-dire qu'on était chez ses parents, on était dans son salon et on fermait les rideaux, on installait les trépieds, les micros et c'était YOLO quoi. Ouais, peut-être à certains épisodes, je pense notamment à Armand, l'épisode 2, où peut-être vous verrez que la qualité du son n'est pas aussi bonne parce que c'est un épisode qu'on a fait en distanciel, parce qu'on a voulu tester un peu le fait d'enregistrer un podcast sans pour autant être dans la même pièce que la personne. Alors maintenant on peut vous le dire parce qu'il y en a un peu de recul, ça m'a beaucoup moins plu. L'échange était beaucoup plus superficiel parce qu'en fait t'as pas tout le off qu'il y a derrière. Quand aujourd'hui on reçoit un invité dans ce studio, il y a tout l'accueil qu'on va lui faire, on va boire un café, Mathéo il va fumer sa clope avec lui, ça va être un échange beaucoup plus naturel en fait, beaucoup plus spontané et ça va vraiment créer un vrai lien avec la personne, là où c'est plus difficile de le faire en visio, même si t'arrives à discuter un petit peu avant de cliquer sur enregistrer. Mais voilà, on a donc commencé, on va revenir sur le début, on a commencé avec Alexis, chez moi, comme tu disais, Mathéo, on a fermé les rideaux, on a insonorisé et on croisait les doigts pour que personne ne claque la porte en rentrant. Ouais, parce que c'était quand même bruyant son parquet et sa porte. Ouais, habiter à Paris, vous connaissez, c'est parfois des parquets qui craquent. Lucas a laissé des petits mots sur la porte, voilà, en ton âge. donc voilà, on a reçu Alexis. Alors Alexis, c'est un pote à moi, toujours un de mes meilleurs amis. Je suis toujours impressionné par ce qu'il fait. Je ne regrette absolument pas de l'avoir fait venir dans le podcast. Beaucoup de gens ont écouté et on peut le dire, on a eu une rétention assez forte. Donc ça veut dire que les gens ont apprécié écouter Alexis. Et c'est vrai qu'Alexis, quand il parle, il est très calme et il est très direct dans ce qu'il dit. Et tu vois, il est très. J'arrive pas à le reproduire. Parce que sa voix te met tellement dans un confort. Hypnotisé par Alexis. Donc, et puis en plus de ça, c'est un mec hyper intelligent. Donc j'étais trop content de l'avoir. Et Salomé, et donc vraiment le premier épisode qui nous a boosté à fond parce que ça s'est trop bien passé. On a trouvé que le mix entre Salomé et Alexis, qui au premier abord ne viennent pas exactement du même monde, ça s'était trop bien passé. Il y a eu des sujets hyper cool qui ont été abordés, hyper intelligents, on a été dans le fond des sujets. Donc vraiment c'était top. Et donc la clé d'Alexis, c'était avoir de l'humilité et de la confiance. Donc en fait, ça résume vraiment l'épisode et la personne qui est Alexis, parce que vraiment, dans cette clé-là, lui, le fait de dire qu'il faut de l'humilité, c'est vraiment garder les pieds sur terre. Lui, Alexis, vient pas d'un milieu défavorisé, etc. Il a toujours vécu, il a fait des études, il a toujours baigné un peu dans un milieu assez aisé.
Et c'est vrai qu'en lui, il a toujours gardé cette humilité en montant ses projets, en faisant association avec Marius. Et je pense que c'est ça qui le caractérise réellement. Ouais, vraiment. Et que si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je suis très très fier d'être son ami. Ensuite, on a eu Armand. Armand, je me rappelle de sa clé, puisque je l'ai trouvé encore une fois, hyper pragmatique. C'était prenez des décisions agiles rapidement. Et la leçon qu'il fallait retenir un peu finalement de l'épisode avec Armand, c'était plantez-vous, mais plantez-vous vite. Tu vois, c'était faites-le, tentez, vous hésitez entre deux façons, faites une des deux façons, limite tu choisis au pif. Mais fais-le vite, quoi. Tu n'hésites pas pendant 3 mois. Est-ce que tu vas faire A ou B ? Tu vas sur A ou tu vas sur B, tu le fais. Et si tu le fais, tu te plantes vite. Comme ça, au bout de 3 mois, plutôt que d'avoir hésité pendant 3 mois, tu auras testé la première. Et si c'est pas la bonne, tu passeras sur la deuxième. Tu sauras que c'est la bonne. Donc ça, j'ai trouvé que cette clé, elle était vraiment bien. Et surtout, que ça le caractérise lui aussi énormément. Parce que Armand, 21, 22 ans, lui c'est un 2001. Il a monté sa boîte en parallèle de ses études en école de commerce. Alors lui, il incendiait les écoles de commerce. Pour lui, c'était pas le bon système, etc. Et d'un côté, en fait, ça lui a réussi parce que, comme il l'a dit, lui, il l'a fait super vite et il l'a fait super tôt. Il a commencé par créer des blogs, des pages sur Facebook à 16-17 ans. Il savait pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Et en fait, il s'est rendu compte la vraie valeur de l'entrepreneuriat, je pense, en créant, en ayant le premier contact avec le patron de Badoo. Ça, c'est ce qu'il nous avait dit. Et au final, en fait, il s'est lancé ultra rapidement. Armand, c'est quand même un crack. On comprend, pendant qu'on tournait l'épisode avec lui, on comprenait que ce qu'il nous disait, c'était un peu particulier parce que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a des facilités à l'école, tu vois. Et que ça soit collège, lycée, études supérieures, il y en a, ils doivent charbonner pour valider, tu vois, pour pas aller au rattrapage, pour même juste pas redoubler. Donc lui, c'est un truc, tu vois, il avait des facilités à l'école et donc du coup, il a pu faire tout ce qu'il a fait à côté. Ceci dit, il aurait pu aussi avoir des facilités à l'école et juste ne rien faire à côté, ce que beaucoup de gens aussi font sans entreprendre rien du tout. Donc grande force à lui, gros big up à Armand. Et on enchaîne du coup sur le 3e invité qui était Martin Ménez. Ouais. Et Martin Ménez, ça je m'en rappelle, j'ai même pas besoin de regarder. Ah ouais, vas-y, allez. Martin Ménez, c'était faites-vous kiffer. Ouais, mais il y a pas que ça. Ah ouais. C'est se faire kiffer. 2 points. On n'a qu'une vie. Non, c'était vraiment pour moi, Martin, c'est le kiffeur. Ouais, c'était un épisode assez particulier encore une fois parce qu'on a beaucoup parlé de l'équilibre travail et vie perso. Donc avec un peu de recul, c'était peut-être pas le sujet le plus important à aborder pour un début de saison, sur un début de podcast. C'était notre 3e épisode. Nous, on voulait vraiment aller sur la motivation, les débuts entrepreneuriaux. Même si on en a parlé, on a quand même parlé pendant un bon moment de la semaine de 4 jours, se doucher, douche froide le matin. Je sais plus exactement ce qu'on a évoqué avec Martin, mais ce genre de choses. Et finalement, je suis trop content qu'on ait cet épisode parmi les 20 épisodes de notre saison. Ouais. Je suis trop content qu'il y ait un épisode comme celui avec Martin. Parce qu'il n'y en a pas eu tant d'autres que ça qui ont vraiment mis un point d'honneur sur l'équilibre de vie et juste le bonheur en fait. Mais c'est un point d'honneur sur le kiff. C'est-à-dire que en vrai oui, on n'a qu'une vie, on le sait, et il y en a plein qui sont en mode one life, mais là ça prend vraiment son sens, dans le sens où lui, il a quand même monté une super belle boîte qui s'appelle Bivouac, qui fait un super chiffre, mais à côté de ça, moi j'avais pas l'impression que le mec il bossait quoi. Ouais. Enfin tu ressens que le mec il est là pour aller faire du kitesurf, pour aller skier, faire du snow, que tous ces week-ends ça part à peine arrivé dans le podcast, il parlait pas de taf, tu vois, il parlait on lui a demandé de se présenter, je m'en rappelle aussi ça. Martin Ménez, j'adore le ski. Ouais, c'est ça. C'est pas Martin Ménez, fondateur de Bivouac, c'est j'adore le ski. Et c'est hyper représentatif de lui, tu vois. Donc non, gros big up. On va faire beaucoup de big up dans cette vidéo. S'il y a des anciens invités qui nous écoutent, merci encore d'être venus et merci Martin parce que vraiment c'était un super épisode et encore une fois, je suis trop content qu'on ait pris le temps de discuter un peu de l'équilibre entre le travail et entre la vie perso parce que il y a pas que des jeunes qui nous écoutent et c'est vrai que quand t'es jeune, l'énergie elle est un peu tu la comptes pas quoi, mais elle va dépasser 25 ans, peut-être que là tu vas commencer même, je dis n'importe quoi, mais à partir du moment quand tu commences parce que t'as 25 ans que... Ouais, c'est ça, quand tu commences à bosser beaucoup, au bout d'un certain temps t'as besoin aussi de te reposer et c'est important qu'il y ait des gens comme Martin qui puissent venir dans le podcast pour parler de ça quoi. Donc voilà.
4e épisode. Dorian Ah là là là. Chavarel. Alors Dorian, c'est particulier parce que Dorian, là je vous le dis, parce qu'on est un peu plus, vous allez en apprendre un peu plus sur nous, mais à côté donc de toutes ces activités qu'on fait avec Mathéo, je m'occupe du personal branding de Dorian. Je travaille pour sa nouvelle boîte qu'il a lancée qui s'appelle Zelic. C'est une boîte dans la sales tech. Il est en train de créer un truc de zinzin, vraiment. Une boîte de zinzin. Il a levé 5 millions en 2 semaines en pré-seed. C'est un record en Europe. En Europe, ouais, c'est un record. Il est en train de monter une boîte, en fait un outil qui va simplifier le travail des commerciaux. En intégrant de l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir faire du cold call beaucoup plus facilement, tu vas pouvoir engager tes prospects, enrichir ta base de données, tout ça à travers Zelic, à travers un outil qui va tout regrouper. Tu pourras aussi faire du multicanal, donc parler à tes prospects à travers tes mails, tes machins. Ouais, je fais une petite pub, ouais, t'inquiète. Et bref, du coup, Dorian, vraiment un crack. Genre, c'est un personnage, il faut vraiment le connaître parce que pour Dorian, rien n'est impossible. À chaque fois, je lui dis il faudrait qu'on fasse des webinaires avec des partenaires, tu vois. Il me dit ok, objectif, t'en fais 100 dans le trimestre. 100 dans le trimestre. Je lui dis mais Dorian, il y a combien de jours dans un trimestre? Il y en a 90. C'est-à-dire que tu veux faire plus qu'un webinaire par jour. Ouais. Mais ça, c'est Dorian. Et ça, vous en avez, je pense que vous en avez tous autour de vous. C'est des mecs. C'est des sharks. C'est des requins. Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont tellement la dalle, qui ont tellement la niaque. Ils sont pas méchants pour autant. Mais ils peuvent paraître. Il y a des gens qui, de prime abord, je trouve pas. Je veux dire que Dorian, il est très très humain, justement, tu vois. Oui, bien sûr. Et il va même parfois être un peu naïf dans son ouverture vers les gens, tu vois. C'est-à-dire que des fois, il va rencontrer quelqu'un qui lui fait une blague, il va dire oh, le gars est trop sympa là. Il t'a juste fait une blague, c'est trop bien, mais tu connais pas la personne. Tu vois. Et genre, il va juste être d'une sympathie extrême dès le début. Donc ouais, Dorian, c'est un vrai personnage et j'adore travailler avec lui parce que ça. Là, il développe quand même une boîte qui a 4 mois d'ancienneté, qui a 25 employés, qui a déjà levé 5 millions, qui est déjà en train de réfléchir à sa prochaine levée, qui a annoncé la bêta sur LinkedIn et qui a reçu 1000 bêta-testeurs en une semaine. Genre. Ouais, il y a 1000 personnes qui étaient en mode on est intéressés. Enfin bref, c'est vraiment, on se rend compte que c'est pas impossible de faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire c'est pas impossible. De monter en fait, une boîte. C'est pas impossible de rêver grand. Voilà, c'est ça. C'est ça qui le caractérise. Alors après, il a commencé en faisant Evency. C'était une première étape, une première marche, mais maintenant, ça lui a donné une certaine crédibilité qui fait qu'il a réussi à faire tout ce qu'il est en train de réussir à faire avec Zelic. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est de toujours vouloir plus, tu vois. C'est-à-dire qu'il nous expliquait ses motivations. Au début, c'était l'argent, parce qu'il venait d'une cité un peu pauvre. Et puis ensuite, il a step up, tu vois. Et aujourd'hui, il se faisait chier, il a dit vas-y, je veux faire encore mieux que ce que j'ai fait. Et ça, c'est une force d'aller. C'est parce que c'est du travail, il faut pas croire que c'est facile, c'est pas parce qu'il l'a fait une première fois que c'est facile la deuxième. Ah non. C'est toujours un truc de dingue et il est en train de le faire. Et moi, je trouve que sa motivation à toujours vouloir faire plus, c'est très très fort. Toi, vu que ça transpire en lui et c'est très communicatif pour toi. Ouais. Communicatif ou pas, ça me montre, tu vois. Okay. Et j'apprends énormément, donc voilà. Et sa dernière clé à Dorian, c'était quoi? C'était c'est le premier qui nous a donné cette typologie de clé. C'était l'association, le match parfait. Ouais. Et il y en a beaucoup et franchement pour pas dire tous, mais la plupart, t'es obligé de t'associer. Ouais. Au final. C'est vrai que Dorian nous expliquait que pour lui l'association c'était quelque chose qui doit être évident. Tu vois, c'est-à-dire, lui, il m'a dit avec, j'ai plus le nom de son associé. Bref, avec son associé sur Evency, il m'a dit, il y a eu aucun doute. Il a eu absolument aucun doute sur le fait que c'était le mec avec qui il voulait travailler parce qu'ils étaient efficaces, ils délivraient, ils s'entendaient bien, il y avait pas de malaise et tout, donc il y avait aucun doute. Donc du coup, il a une vision de l'association qui est assez bonne, je trouve. Et surtout il prône le fait de s'associer pour monter un projet, donc moi je pense qu'il a raison parce qu'on a beaucoup quand même d'entrepreneurs qui nous ont dit que s'associer c'était important. C'est vrai. Ouais. Et non, pour rebondir sur les clés qui ont parlé de l'association, on a d'abord Delphine Grohl de l'épisode 8 qu'on reviendra dessus, mais qui disait vraiment être bien entouré pour garder une confiance absolue. Ça revient vraiment sur l'entourage, l'association. On a Julie Zimmerman aussi qui nous avait dit bien s'entourer en trouvant les bons piliers. On a qui d'autre? Très sympa l'épisode avec Julie.
On continue dans l'ordre, comme ça, les gens ils pourront aller sélectionner l'épisode. Là, c'est tout ce qu'on vous dit, les gars, c'est disponible. Allez écouter. Hein, là, c'est vraiment pour vous faire un condensé de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, pour que vous puissiez piocher, vous, ce qui vous correspond, ce qui vous intéresse dans vos projets, vos futurs projets, votre vie. Parce qu'en vrai, ça parle entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment reliées à la vie, en fait, en général, de comment on est au quotidien, pas forcément dans sa boîte, et sur le mindset à avoir. Et je pense que même pour des personnes qui n'entreprennent pas, de façon générale, c'est des conseils qui sont hyper activables dans votre vie de tous les jours. Donc, clairement. Ouais. Clairement, c'est pas vrai que pour l'entrepreneuriat, tout ce qui a été dit. Bon, il y en a certaines, oui, mais bien s'entourer, c'est vrai dans plein de choses. Donc, épisode 5 Olivier Ramel. Non, pas du tout. Tu n'as pas fait tes devoirs, Lucas. C'est surtout que mon téléphone, il est... épisode 5, Timothée Ligné. Timothée Ligné. C'est un mec que je connais. C'est un crack. Timothée Ligné, fondateur de The Braderie. C'est un mec que je connais parce que mes parents sont amis avec ses parents. On se connaît du sud. Nous, on se connaissait pas réellement proches parce que il est plus âgé et qu'il est direct parti sur Paris quand moi j'étais dans le sud. Mais je suis très ami avec sa petite sœur. Et moi, j'ai toujours suivi de très près ce qu'il faisait avec The Braderie au tout début. Et j'ai tout de suite compris que ce mec, il allait aller super loin. Il avait un super associé. C'est des mecs qui se sont rencontrés en école, comme Lucas et moi, qui ont tout fait ensemble. Et ce mec, c'est un kiffeur aussi. C'est un gros kiffeur parce que pour le connaître, c'est un mec, il sait travailler, mais il sait tellement profiter. Les week-ends, ça fait des gros stuff. Lui, c'est un kitesurfer de fou. Donc, dès qu'il peut aller à Darla au Maroc, dès qu'il peut se faire un week-end par-ci par-là, il le fait. Et il a un super bon équilibre. Et franchement, c'est des mecs avec Martin Ménez qui ont vraiment cet équilibre de fou que moi, en tout cas, j'aspire. Je pense que toi, c'est pareil. Je pense que... Mais d'abord, il faut réussir. D'abord, il faut réussir. Il faut sécuriser. Et d'ailleurs, pour réussir, la clé de Timothée, c'était de travailler plus que les autres. Ouais, et cette clé, je pense honnêtement qu'il n'y en a pas une qui me parle plus que celle-là. Ouais. Parce que c'est tellement... C'est con, tu vois, mais il y en a beaucoup des entrepreneurs qui pensent que en faisant les bonnes choses, en utilisant son énergie à bon escient, tu vas pouvoir faire les bonnes décisions, prendre les bons chemins au bon moment et tout, mais tu ne peux pas savoir. Ça c'est un truc, j'en suis certain maintenant, je l'ai compris grâce aux différents épisodes, tu ne peux pas savoir. L'entrepreneuriat, tu ne peux pas savoir où tu vas, tu dois tester, tu dois itérer, et pour itérer, il n'y a pas 1000 solutions. Si tu veux itérer et être sûr au bout d'un moment d'arriver à la bonne solution, en plus, comme disait Maxime Blondel, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui est la bonne. C'est vrai. Ça veut dire que si t'as pas l'énergie et que si tu mets pas le travail pour aller chercher jusqu'à la dernière clé du trousseau, il y a des chances que t'arrives jamais à la dernière clé du trousseau. Il faut se dire que chaque clé que t'essayes, c'est l'avant-dernière. Comme ça, la suivante, ça sera la bonne. Mais c'est vrai qu'il faut mettre une certaine énergie. Et il y a beaucoup, maintenant qu'on traîne beaucoup dans cette sphère entrepreneuriale, on se rend compte que être entrepreneur, c'est plus dur. Et je pense qu'on peut le dire, c'est plus dur que d'être salarié. Ah, mais largement. C'est plus dur. Et c'est même, tu as de grandes chances de gagner moins qu'être salarié. Enfin, c'est une réalité en vrai. Et même plus tard, faut pas croire que salarié c'est une courbe comme ça et que entrepreneur c'est une courbe exponentielle où tu vas péter le plafond de verre, tu vois. Non, il y a pas de règle en fait. Dans l'entrepreneuriat, tu fais ce que tu veux. Si ton objectif c'est de faire ça justement, mets le travail et peut-être que tu y arriveras. Mais si tu mets pas le travail, c'est certain que tu n'y arriveras pas, tu vois. Et donc du coup, je trouve que sa clé, elle est à la fois elle est bête, mais en même temps il met les points sur les i et les barres sur les t, tu vois. Il met tout le monde d'accord parce que pour moi c'est vrai. Faut que tu travailles plus que les autres si tu veux essayer de finir mieux que les autres, tout simplement. Et c'est ce qu'on on essaye de transmettre aussi en disant que aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont relayées sur les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat. C'est devenu une mode et tout le monde s'accapare un peu le sujet. C'est à la mode, tout le monde veut être entrepreneur. Et il y en a beaucoup qui parlent de l'entrepreneuriat parce que en disant voilà, tu peux faire du dropshipping, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tranquille dans ton canapé. Et nous, c'est pourquoi aussi on a voulu faire ce podcast, c'était pour inciter les gens, les inspirer
sur les modèles qui existent, parce qu'il y a plein de façons d'entreprendre et vous l'avez vu, vous pourrez le voir dans tous les épisodes. Mais c'est surtout qu'il faut travailler. Enfin, on n'a rien sans rien et nous, on est là pour vous montrer que il faut taffer. C'est accessible. C'est accessible. Mais On l'a dit 1000 fois dans les intros, le succès est accessible. Maintenant, il faut se donner les moyens, mais si A et B l'ont fait, pourquoi C ne le ferait pas? Il n'y a pas de raison. Carrément. Donc voilà, moi j'ai trouvé que cet épisode avec Tim, il était génial. Il était génial. Franchement, c'est un super type. L'épisode s'écoute super bien. Franchement, c'est un des épisodes qui a le mieux marché. Bah, ça se voit que c'est 4 jeunes autour d'un micro, quoi. Ouais. Et lui, franchement, il a 29 ans. On dirait qu'il en a 24, quoi. Ouais. Donc, et donc épisode 6, Olivier Ramel. Alors là, j'ai pris ma claque. Hein. Je pense que c'est le premier épisode qu'on a tourné dans ce studio. C'est vrai, donc on a fait 5 épisodes chez Lucas. Ouais, donc gros step up à la fois pour le podcast, à la fois par rapport à l'invité, par rapport au studio. Il y a plein de choses qui ont changé. Et là, on s'est dit, on est peut-être en train de démarrer un vrai truc. En plus de ça, c'est un épisode 6. Donc 6, c'est pas grand-chose, 6, mais c'est quand même 6. Tu vois, il y en a eu 5 avant, quoi. Donc non, franchement, et puis Olivier Ramel... si tu regardes ça, je t'aime, quoi. Non, vraiment, c'est Olivier, je pense que c'est l'invité le plus inspirant que j'ai rencontré là cette année. Pour toi, c'est le plus inspirant? C'est Gaulle. C'est Gaulle, ok. C'est Gaulle. Moi, il fait partie de mes goals. C'est fou, tu vois, de se dire qu'il a réussi à créer, déjà pas qu'un business, plusieurs, mais à partir d'une idée qui est la culture d'entreprise, c'est un truc important. Qui n'était pas du tout démocratisé. Et en plus, qui est un sujet plutôt cool, tu vois. C'est-à-dire, ton entreprise, elle a une âme, essaie de lui donner une âme cool, tu vois. Et ça, je trouve ça... Je regrette de ne pas avoir eu l'idée avant lui. Moi, j'avais peut-être 18 ans ou 15 ans, mais non, enfin, je trouve ça trop bien. Et d'avoir en tête, alors qu'il faisait simplement des pulls pour les entreprises, il faisait juste du merch, de savoir qu'il savait déjà où il voulait aller, et c'était de faire de la culture d'entreprise en passant par faire des designs de bureaux d'entreprise. Enfin, son chemin est juste génial, quoi. Et je trouve le mec tellement sympa que c'est difficile de pas l'admirer, quoi. Et surtout qu'il arrive à allier travail, sport. Pareil, on en revient Exactement. à ça. Avec Lucas, nous, on adore le sport. Pourquoi? C'est pour ça aussi qu'on voulait lancer un projet dans le sport pendant notre master. Mais c'est surtout que moi, c'est des mecs, typiquement là, Olivier Ramel vient d'être certifié par la Fédération française de tennis, sa ligue. Il a une ligue de paddle, ça fait maintenant 2 ans, je pense, enfin, quelques années, qu'il a créé donc, cette ligue de paddle qui était vraiment une ligue amateur parce que le paddle émergeait en France et il a su déceler que ça allait être le sport de demain. Et au final, le mec, il fait kimono avec des verticales de malade. Et à côté de ça, il vient juste de créer une ligue de paddle avec des licenciés, quoi. Incroyable. C'est-à-dire que là, il a fait, il a suffisamment fait dans des choses sérieuses, on va dire, avec kimono pour pouvoir se dire, ok, maintenant je vais faire ma ligue de paddle parce que je kiffe le paddle et que j'ai envie. Et c'est trop bien, tu vois. Et peut-être il gagne pas d'argent avec, peut-être que oui, mais en tout cas, il se fait kiffer. Il se fait kiffer. Et ça crée quand même du tu vois, derrière, il y a des choses à faire. S'il a besoin d'argent derrière avec sa ligue de paddle, à mon avis, il y a moyen de le monétiser, tu vois. Mais quoi qu'il en soit... Moi, ça me fait relativiser sur la vie en général. Voilà. Non, mais sur la vie, entre guillemets, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'aspirer à avoir de l'argent, mais sincèrement, qu'est-ce que je m'en fiche en fait d'avoir de l'argent si je fais pas un truc qui me fait kiffer. Là, aujourd'hui, tu me dis, tu vas avoir un poste chez Google en tant que, je sais pas, dans un truc de développement d'un produit high-tech avec un salaire de malade, mais que je vais bouffer des heures qui vont pas me faire kiffer, mais je dis non. Parce que moi, si sincèrement, là aujourd'hui, vous me dites, allez, je gagne le SMIC, mais je fais mon média comme je fais actuellement avec Lucas, que je développe mon émission, que à côté de ça, je fais mon sport, que... Ça, en fait, là, pour l'instant, on est jeune, on peut se permettre de pas gagner beaucoup d'argent, tu vois, ou même pas. Et bah, c'est très bien comme ça. Et bah, on verra plus tard. Quand on aura besoin d'argent, on fera de l'argent. Et c'est pour ça. Et je veux qu'en fait, je veux vous dire qu'il faut pas brûler les étapes et ne pas vouloir gagner de l'argent tout de suite trop vite. Alors, il y en a qui arrivent et ils le font, c'est très bien. Mais franchement, il ne faut pas que ce soit. Après, si c'est ton driver et que c'est ça qui te pousse, oui, pourquoi pas, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, ouais, il faut être au courant de ça quand tu démarres dans l'entrepreneuriat. C'est l'argent. Il faut pas que ça soit ton ton seul et unique goal, tu vois. Ou alors, il faut que tu t'appelles Dorian Chavarella, il faut que ça te pousse dans tes retranchements et que tu deviennes un shark, tu vois. Et aujourd'hui, il a changé de motivation, donc tant mieux, mais ça veut dire qu'il a réussi, mais voilà.
Donc on va passer à l'épisode 7. 7. C'était Valentine Robin de Très sympa. Acco Paris, qui est un épisode. Et pour moi, c'est l'épisode où on a trouvé vraiment le match parfait. Et c'est mon post LinkedIn parce que vraiment, on avait invité du coup Flore de notre master qui développe une marque qui est encore dessus d'ailleurs et qui est incubée maintenant à Station F. Donc bravo Flore. Bravo Flore. Et qui développe une marque de lingerie pour les femmes à forte poitrine pour allier esthétisme et confort. Et du coup, t'as bien fait. Ouais, je connais son pitch. Et du coup, c'est dingue parce que du coup, Valentine, qui est dans le textile, qui crée maintenant des habits avec des chutes de tissu. Et qui a dernièrement équipé toutes les équipes de Cédric Grolet, la pâtisserie Cédric Grolet. Et qui a fait Cédric Grolet. Et dans l'épisode, on parlait du coup qu'elle avait fait aussi avec Big Mama. Big Mama, toutes les tenues Big Mama. Donc là, ça y est, et c'est dingue parce que vraiment, cet épisode, j'ai trouvé une synergie mais parfaite et que ça, il y Valentine... avait tellement de choses à une demi-heure n'a pas su la demi-heure n'a pas su. C'est là où j'ai compris le sens de notre podcast. Ouais, vraiment ouais. Je pense que c'est à partir de l'épisode 7 où je me suis dit OK, pourquoi on invite un junior, pourquoi on invite un senior, enfin pourquoi on invite une personne qui s'est déjà lancée dans l'entrepreneuriat et une personne qui a envie de se lancer. C'est exactement pour ça, parce qu'il y avait vraiment cette question-réponse avec un vrai mentorat. On a oublié la clé de Olivier, je crois. Et on a oublié la clé d'Olivier. Ouais. C'était quoi sa clé, Olivier? Alors, la clé d'Olivier. Et la clé aussi de Valentine. Et la clé d'Olivier, c'était équilibre, épanouissement et plaisir. Que ça rejoint ce qu'on a dit avec notamment Martin. Et la clé de Valentine, c'est ne pas se comparer et avancer à son rythme. Ça, c'est vrai. Bah, c'est ce qu'on disait, tu vois. C'est ce qu'on disait, c'est si vous avez besoin de faire de l'argent, bah, faites de l'argent. Si vous avez besoin de faire machin, vous faites machin. Si vous avez besoin de faire truc, vous faites truc. Ne vous comparez pas aux autres, suivez votre propre chemin. Allez là où suivez un peu votre instinct, tu vois, j'ai envie de dire. Dans l'entrepreneuriat, si tu suis ton instinct, souvent c'est ça qui te drive, c'est ça t'as pas l'impression de bosser en fait. Donc si t'as pas l'impression de bosser, que finalement tu développes une compétence, que tu développes des vrais skills, après derrière tu vas les monétiser, tu vois. Mais fais un premier truc qui te fait juste kiffer. Et voilà, donc c'est vrai que ton instinct c'est ton énergie. Ouais, c'est ça. Si tu ne suis pas ton instinct, c'est que ça veut dire que ça te coûte de faire le truc que tu fais, tu vois. Si tu suis ton instinct, c'est qu'a priori t'as l'impression de faire la bonne décision et qu'en plus tu fais un truc que ton instinct il a dit d'y aller, donc vas-y, tu vois, c'est que tu dois à peu près kiffer. Donc ouais, suivre son instinct et comme elle dit, ne pas se comparer aux autres parce que chaque personne est différente. Déjà, chaque personne est différente. Puis malheureusement, on n'est pas dans un monde égalitaire. Il y en a des fois, ils vont réussir avec la réussite, la chance, ça fait partie de la réussite, tu vois. Ouais. Parfois, il faut être au bon endroit au bon moment, et il y en a certains qui ne le sont pas pendant longtemps, mais avec la persévérance et sans se comparer aux autres et en arrivant à travailler plus dur. Là, ça y est, on va accumuler les clés là, en travaillant plus dur que les autres et tout ça, et en trouvant le bon équilibre et en machin. Et bah, les gars, vous ne pouvez que réussir, genre. Vous ne pouvez que réussir. Épisode 8. 9. Non, 9. Non, épisode 8, ouais, bien joué. Épisode 8, du coup, Delphine Grohl de Nabla. Et sa clé, c'était être bien entouré pour garder une confiance absolue. Alors, bien s'entourer, on l'a beaucoup entendu. Ouais. Déjà, gros big up à Delphine, parce qu'elle a été d'une gentillesse incomparable. Genre vraiment, à aucun moment ça a été compliqué de la contacter. Elle était tellement douce. Ouais, c'est une douceur, cette femme. Ouais. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et donc, sa clé, tu disais, c'était être bien entouré, pour avoir une confiance absolue. Bien s'entourer. Et bah écoutez. Et en fait, elle, ça fait sens parce que vraiment, si vous avez écouté ou que vous allez écouter l'épisode de Delphine, elle, c'est une femme qui a bossé à l'Elysée et qui s'est retrouvée à cofonder une boîte dans la tech, dans la medtech, avec que des hommes. Que des hommes. Ouais. Que des hommes. Donc elle, et elle a jamais eu le sentiment d'être inférieur, le sentiment d'imposteur, de minorité, ouais, tout ça. Elle nous disait ça. Ouais. Et moi, je trouve cet épisode hyper important, surtout pour les femmes, pour leur montrer qu'en fait, il n'y a pas de poste pour les hommes, il n'y a pas de poste pour les femmes, il n'y a pas de secteur entre guillemets, et que tu peux clairement faire n'importe quoi. C'est ce que Eric disait aussi avec le codage. Avec qu'il n'y avait pas assez de femmes dans le développement, le codage, et qu'au final, ça peut porter préjudice. Et moi, j'ai trouvé ça hyper inspirant pour toutes les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et qui se disent ouais, mais moi je suis une femme, je sais pas si je vais réussir, etc. Pareil, là, on a fait un bon match aussi.
Un match avec Devin qui était aussi dans la MedTech, ouais. Donc non, franchement, il y a eu des bons conseils qui ont été échangés. Si vous avez un projet qui touche de près ou de loin à la médecine, moi je vous conseille d'aller voir l'épisode parce qu'il y a plein de petits trucs qui sont donnés d'ailleurs. À peu près pareil pour le textile avec Valentine. C'est comme on a été dans le fond du sujet, tu vois, genre vraiment on a abordé des choses qui sont hyper pragmatiques. Et quand tu t'intéresses de près ou de loin à ce sujet-là, tu trouves des réponses dans ces épisodes, tu vois. Tu trouves des réponses, tu trouves des conseils, tu trouves des idées. Quand on parlait des médecins, de se créer sa petite communauté de médecins, tu vois, pour aller commencer à tester son idée, tout ça, c'est comme ça en fait qu'on avance, quoi. C'est en se donnant des conseils les uns les autres et en s'entraidant. Donc, comme a dit Delphine, de bien s'entourer. Ouais. Ensuite, épisode 9, Marc Fournier. Alors Marc, pour ceux qui ne savent pas, c'était notre directeur de master à l'ESCP, donc directeur du master Entreprendre et Innover, Entreprendre. Donc grosse pointure, PDG de Serena Capital, encore une fois c'est pas rien. Serial entrepreneur, c'est à peu près un business qu'il a monté tous les ans. Je crois qu'il en a à peu près, une 20 ou une trentaine à son actif, donc c'est vraiment la définition de l'entrepreneur français comme on l'entend, en tout cas comme on l'entendait il y a au moins il y a quelques années, parce que vraiment lui il a commencé il y a un moment, quoi. Donc vraiment, Marc, c'est la motivation pure. C'est le mec, je retiens une phrase de lui, c'est il y a un billet de 200 par terre, est-ce que tu te baisses, est-ce que tu te baisses pas pour le ramasser, quoi. En fait, Marc, c'est clairement c'est l'opportunisme par excellence. C'est en fait si on doit retenir quelque chose de Marc, c'est vraiment l'opportunité et il faut essayer d'aller la chercher de partout. C'est ouvrir ses antennes, c'est regarder de partout, s'intéresser au monde extérieur, tout ça. Marc est hyper intéressant et je pense que... je trouvais que ça allait bien en fait dans notre podcast, non seulement parce que c'était le directeur de notre master et qu'on avait à cœur de le faire venir, mais c'est surtout que déjà c'était une personne qui avait de l'ancienneté qu'on n'avait pas reçue en fait avant, parce que c'est vrai qu'on se focalisait beaucoup sur les jeunes plus jeunes, qui avaient vraiment monté ça jeune, etc. Même si lui a entrepris très très jeune. C'est là qu'en fait moi j'ai réalisé que entreprendre ça peut être très bien aller vendre du poisson sur le marché quand t'as 15 ans, tu vois. C'est juste se débrouiller, tu vois. C'est se débrouiller, essayer de c'est un peu de l'opportunisme, mais c'est vraiment d'aller à droite à gauche pour essayer de faire son petit bout de chemin. Bien sûr. C'est le bon sens du terme d'opportunisme, bien sûr. Oui, non, allez pas croire que c'est de l'opportunisme malsain. Bien sûr que non. C'est juste être capable de, comme tu disais, d'ouvrir ses antennes et de détecter toutes les opportunités et de derrière d'aller faire du business avec ça. Et moi, je trouve ça hyper honorable, Et lui, sa clé, c'était vraiment se focaliser sur une tâche et ne rien lâcher. Donc lui, même s'il a entrepris multiples fois, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, je pense qu'il se dédiait à fond sur cette tâche. Moins maintenant, parce que maintenant il commence à cumuler beaucoup de choses. J'ai cru que t'allais dire il commence à être vieux. Gros bisous, Marc. Il commence à... Non, mais il a quand même plusieurs choses à son actif, donc c'est plus compliqué de se dédier sur une tâche. Mais au début, quand on veut commencer, lui, vraiment, son conseil, c'est ne pas être sur tous les sujets ou plein de business, d'être à droite, à gauche, etc. C'est si tu veux vraiment lancer ton projet à fond, tu le fais que sur celui-ci. C'est-à-dire que tu n'as pas un autre business à côté sur lequel tu es à 50% et un deuxième sur lequel tu es à 30% et un troisième sur lequel tu es à 20%. Pour lui, c'est pas possible. Et focus. Je sais pas s'il a raison, parce que moi j'ai vu. Après, il y a plein de clés de toute façon qui ont été données par les invités, qui sont des clés qui les représentent. C'est leur conseil, tu vois. C'est pas une vérité absolue. C'est pas une vérité absolue, bien sûr. Mais en tout cas, si la personne t'inspire, t'as plutôt intérêt à écouter ce qu'elle te dit, tu vois. Si la personne elle te débecte et que t'as pas kiffé écouter l'épisode et que ça t'a remonté, ça peut arriver aussi. J'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit cet invité là je l'ai pas trop aimé. On vous dira pas évidemment, donne les noms. Mais non, si la personne t'inspire et que tu l'admires, et écoute ce qu'elle a à te dire, tu vois, et suis un peu ses conseils. Donc voilà, épisode 10. Rémi Groussard. Rémi de Tonton Pierrot. C'est le tonton. Franchement, c'était le bon tonton campagnard qu'on adore avoir en dîner. C'était un plaisir. Rémi, c'est devenu un ami, on peut le dire. Moi, je lui ai parlé encore hier sur Insta. Il a le cœur sur la main, vraiment, Rémi. C'est d'une gentillesse absolue, lui. Il est quand je vous dis que la sphère entrepreneuriale, c'est aujourd'hui, elle se modernise, elle devient plus ouverte, plus tournée vers l'autre. Il y a de plus en plus de bienveillance, je trouve, dans la sphère entrepreneuriale. Rémi, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire qu'il va tout le temps donner, sans espérer recevoir, mais il va recevoir éventuellement, parce que c'est tellement simple de lui donner, tellement il est sympa, tu vois. Donc
Donc voilà, c'était vraiment. Et c'était un épisode pareil, unique et ultra différent de ce qu'on a fait d'habitude, parce que lui, il a quand même repris la boîte familiale, la boîte que son père avait créée, et il en a fait vraiment quelque chose de tout autre. de tout autre. Parce qu'il a récupéré une confiserie relativement classique, tu vois, finalement, pour en faire un truc de zinzin où tu vois des brochettes de bonbons avec des marshmallows. Au début, tu vois ça, tu dis quoi? Mais en fait, tu dis bah ouais, j'aurais été gosse, j'aurais kiffé, tu vois, j'aurais kiffé. Même moi, mon âme de gosse, elle veut bien. Bien sûr, sucette, bah où tu veux. Un petit. Non, franchement, c'est trop bien. Et en plus, c'était son passage sur M6, qui veut être mon associé, donc qui veut être mon associé. Ouais, mais qui nous beaucoup avait, touché. Beaucoup touché. Qui nous avait beaucoup marqué, donc on était hyper contents qu'il nous ait répondu. Donc voilà, c'était un grand plaisir. Et sa clé, c'était douter de façon perpétuelle. Ouais. Et donc ouais, c'est ce qui le caractérise, parce tout remettre en question. Ouais, à chaque fois. Parce que si c'est ne pas en fait, on a eu des clés sur vraiment la confiance, etc. Mais lui, c'est ne pas aller dans l'excès de confiance en soi, toujours garder les pieds sur terre. Et en fait, le fait de douter, ça te permet en fait de toujours être dans l'activité de ta boîte. Mais je pense que ça, c'est plus vrai, c'est encore plus vrai quand tu entreprends seul. Toujours douter. Parce que quand tu es à deux, il y a toujours quelqu'un pour douter à ta place, tu vois. Genre, quand nous, pour t'épauler et te dire. Ouais, c'est plus facile de critiquer le travail d'un autre. Donc, c'est plutôt. Moi, je vais avoir le rôle pour toi de douter, de remettre en question un peu ce que toi, tu as fait. Et inversement aussi, tu vois. Donc voilà, ça, c'est encore, je pense, plus vrai quand t'es seul. Donc voilà. Et ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est qu'il est vraiment resté dans son petit village et qu'il a à cœur de faire vivre son village, de créer de l'emploi. Bien sûr, il avait vraiment une mission vraiment humaine. Il était en mission, ouais, c'est ça. Et il était en mission. Et non, moi, ça m'a beaucoup touché. Et c'était franchement un épisode qui changeait. Surtout que on avait notre cher ami... et j'oublie son prénom. En plein là. Baptiste. Baptiste, bien sûr. Baptiste. Oui. Non, mais non, c'était génial parce que Baptiste, qui vient aussi de la campagne, qui voulait monter un projet sur les tiny house. Je sais pas où ça en est. Faudrait que je lui demande. Et du coup, c'était super parce que vraiment c'était un épisode à la bonne franquette, quoi. Ouais, c'était très sympa. C'était franchement. Donc si vous on a passé un très bon moment. Vous avez envie de vous détendre et franchement vous tapez un peu des barres, c'est un épisode. On a bien rigolé dans cet épisode. Mais alors attends, on a bien rigolé, mais rappelle-toi, on arrive à l'épisode 12 là. Non, là on est 10. Non, ah ouais, 10 ouais. 11 du coup, c'était qui le 11? Le 11. Putain, je connais pas mes classiques. Hein. Le 11, c'est Julie de Pardy. D'accord, bon là on s'est recalmé un petit peu, on est revenu, on est retombé les pieds sur terre. On avait envie de faire venir quelqu'un qui était plus nouvelle génération. Tu vois, on s'est dit ça serait bien de faire venir quelqu'un qui soit vraiment dans le dur de l'entrepreneuriat actuellement, tu vois, parce que c'est bien gentil de faire venir des Marc Fournier, des Rémi Groussard, tout ça, mais ils sont un peu éloignés quand même de la réalité pour un jeune aujourd'hui qui a 18 ans qui veut lancer sa boîte, tu vois. Donc du coup, on avait envie de faire venir quelqu'un qui était vraiment plus jeune, plus junior, tu vois. Mais qui avait quand même réussi à arriver à au moins quelques milestones plus loin, tu vois. Et c'était le cas de Julie, de Pardy. Et surtout que c'était... Tonton Pierrot, c'était vraiment sur des confiseries, mais pour moi, c'est le premier vrai produit physique en plus qu'on a vu. Ouais, en plus, elles l'ont ramené, c'est vrai. Ils ont ramené leur produit physique, où il y a eu vraiment une recherche pendant 2 ans sur vraiment la composition. Et c'était hyper intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est sur des mascaras. Ouais, c'est du mascara rechargeable. Comment on dit Éco-rechargeable. Upcyclé. À partir de produits de dingue, donc hyper éco-responsable, c'est vraiment hyper top et tu peux aller le recharger. Enfin, tu peux renvoyer ton truc, je crois, pour le recharger. Et donc là, vraiment, on était enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent quand tu es un jeune entrepreneur, tu as envie de développer un produit, ou tu as une idée d'une application, ou tu as une idée d'un machin, ou tu as besoin. Tu te dis, ouais, mais j'ai pas les compétences, il me faut un techos pour le faire, il me faut quelqu'un qui sache faire, quelqu'un qui travaille dans un labo, quelqu'un. Et elles ont été au bout du truc, tu vois. Et c'est pareil pour Marine de Ménina, qui était une junior là qu'on avait fait venir. Et c'était
C'était on va au bout du truc, on développe le produit, on va travailler avec les gens qui ont les compétences dans des laboratoires, on fait le truc, on fait à moindre coût parce qu'on n'a pas de rentrée d'argent, donc même si on met un petit capital initial parce qu'on croit au projet, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on fait avec ce qu'on a. Et honnêtement, elles ont une déterre pendant 2 ans. Et vu qu'elles étaient en même temps sur leurs études, ça leur a permis de se donner un peu de temps parce que y en a une qui allait à Madrid, l'autre qui restait à Paris. Je pense que ça allait. Elles sont combien? 10 nanas? 8 ou Non, 10 Mélina, elles sont 5. Mais Julie Non, et Léa. plus. Ah, Mélina, c'était 8 ou 10, je crois. Associées. Je redemande à Marine, ouais. Moi, je crois qu'elles sont 5. Je suis à peu près sûr. Mais Ok. non, Julie et Léa de Pardy, elles ne sont que 2. Ouais. Et elles, pour le coup, elles ont fait pendant leurs études. Donc c'était un super exemple, je trouve, de quelqu'un qui arrive à développer un truc pendant ses études. Et en plus, on a fait venir Liran, qui développait avec son frère son Metagame Poker. Donc c'était à peu près la même chose. Développement d'un produit, commercialisation. Donc ils se sont échangés plein de bonnes choses. Sauf que Julie et Léa, ça faisait peut-être un petit peu plus de temps, elles avaient peut-être un petit peu plus avancé et surtout leur produit était un peu plus complexe à développer. Donc il y a eu des super échanges. Donc pareil, encore une fois, si vous êtes relativement jeune, que vous avez envie de développer un produit ou même que vous êtes en train de développer un produit ou un projet, écoutez cet épisode-là parce que vraiment, c'était vraiment le dur du début de l'entrepreneuriat. On est vraiment là sur les débuts, quoi. Et la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment quand je comparais sur l'entourage, elle, c'était vraiment bien s'entourer en trouvant les bons piliers. Ok, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, et c'est ce qu'elle disait. Bien s'entourer, pour elle, c'était aussi vrai par rapport à leurs fournisseurs, tu vois, au laboratoire de recherche. C'était quand t'es avec un laboratoire qui en a rien à faire de ce que t'es en train d'essayer de développer, c'est quand même plus compliqué de travailler avec eux que quand t'arrives à créer du lien avec le laboratoire, avec les gens qui travaillent dans le laboratoire et qui disent putain, votre projet il est bien, ça serait bien qu'on y arrive, on va y arriver ensemble, tu vois, on va faire ça et ça sera nous les premiers à vous avoir aidé. Ça, c'est vraiment bien, c'est ça, la définition de bien s'entourer, c'est de côtoyer des gens qui te veulent du bien, en fait, tout simplement. Épisode 12, Ruben Tayeb. Quand je disais que c'était le bordel, là, je pense que c'est l'épisode le plus bordélique, le plus décousu, le plus... c'est limite si c'est pas lui qui nous a interviewés, c'était assez marrant, franchement, on a bien rigolé. Ruben, de toute façon, c'est un crack. Moi, je le kiffe beaucoup parce que il peut paraître, quand tu le vois sur le réseau, il peut paraître un peu prétentieux, un peu prétentieux, un peu too much, tu vois. Il est comme ça dans la vraie vie, en fait. Et il est juste, il est vrai, tu vois. Il pourrait laisser paraître un petit côté hypocrite, mais pas du tout, en fait. Tu vois, il va vraiment être premier degré, ouvert sur l'autre. Il va toujours chercher à s'intéresser aux autres avant de vouloir parler lui, tu vois. Tu te rappelles quand on lui posait des questions, on lui a dit présente-toi, il nous a dit non, déjà présentez-vous. Hein, il a dit non, vas-y, présentez-vous. Non, oui, présentez-vous vous, tu vois, c'est ça. Genre vraiment, il s'intéressait pas à lui, il s'intéressait à nous, tu vois. Et il a quand même son petit grain de folie qui, je trouve, moi, est unique et qu'il arrive à bien retransmettre dans tout moi, ses contenus. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que je me retrouve énormément en lui, en fait, dans sa folie. Toi, t'es très extraverti. Et c'est vrai que je vois comment lui, il l'utilise comme une force. Et enfin, on en reviendra après, parce qu'après, avec Lucas, on va chacun vous donner nos clés. Mais non, c'est quelque chose que je pense qu'il a réussi à faire de sa différence, de son énergie, une force. Et moi, je me retrouve énormément dans ça. Et moi, c'est quelque chose que je pense qui est très important. Et c'est quelque chose qu'il a réussi à communiquer dans sa clé, c'est être humble et fier. Et je le rejoins à 100%. Faites de vos différences des atouts. Je vous jure, si vous vous sentez différent, mais qu'est-ce que vous avez de la chance. Que vous êtes chanceux parce que vous avez un truc en plus que que peu de gens ont. Et sincèrement, l'énergie qu'a Ruben, c'est très rare. Et il a réussi à en faire quelque chose de très fort. C'est pareil, tu vois, très humain. Le gars, je lui envoie un message à 22h et il me dit frérot, là je suis avec ma femme, mes enfants, tout ça, mais il me prend quand même, tu vois, au téléphone. Ouais. Il me prend quand même. Typiquement un mec lambda, il va pas répondre, et il va t'envoyer un message, je te réponds plus tard. Pas dispo, je te rappelle, tu vois, même si c'est gentil, je suis pas dispo, je te rappelle. Lui, il va être sous la douche, il va te dire attends, je prends ma douche 2 secondes. Pas quand même, mais tu vois, et puis tu lui parles, puis au milieu de sa phrase, il va dire putain, je viens de me faire couper les cheveux, on dirait un raton laveur, il va t'envoyer une photo comme ça avec son double menton, tu vois, c'est alors qu'on se connaissait pas tant que ça, tu vois. Et puis au final, maintenant, on s'est croisés une dizaine de fois, donc maintenant ça y est, on est des vrais potes, mais non, moi j'aime beaucoup Ruben. Ouais. J'aime beaucoup Ruben. Et donc on a dit sa dernière clé. C'est être humble et fier. Être humble et fier. Être humble et fier, c'est vrai. Il faut être fier de ce que tu as réussi à accomplir.
il faut se rendre compte, et ça, je reprends un peu ces mots, quand t'as achevé, quand t'as réalisé quelque chose, il faut quand même que tu reprennes du recul dessus, et pas que tu te dises juste, bon, maintenant ça c'est fait, c'est quoi la suite, ce qui est une bonne chose, hein, mais il faut quand même que tu te poses, tu recules, tu dis, ah, on a fait ça, tu vois, cool, on a fait ça, c'est bien, tu vois, genre tu peux être fier de toi, c'est important d'être fier de soi parce que ça redonne du baume au cœur, tu vois, c'est important, c'est aussi dans l'équilibre perso de savoir se jeter des fleurs à soi-même, de se dire voilà, quand même j'ai réussi, mais après humble toujours, tu vois, bien sûr. c'est-à-dire bon, faut pas s'étaler non plus sur soi comme lui il le fait pas, tu vois, c'est un peu ça, c'est pas trop parler de soi, mais quand même au fond être fier de soi, quoi. Donc, si vous voulez écouter un épisode qui va vous faire vraiment rire, vraiment, c'est mais l'épisode. Là, c'est plus du stand-up que. Là, c'était un concours de clash. C'est-à-dire que vraiment, je me suis mis dans une position où il fallait que je le termine. Parce qu'il a commencé à jouer, il est tombé sur un adversaire de taille. Et du coup, je me suis dit, ok, celui-là, je vais pas le lâcher. Et c'est pour ça que vraiment, l'épisode, il est juste décousu de ouf. Ouais, non, franchement, c'était bien drôle. Mais quand même, il y a eu des bonnes choses qui ont été dites par rapport à LinkedIn, tout ça. Ouais. Il nous a un peu donné des tuyaux. Et non, on a juste bien discuté. 13e épisode. 13. Jérémy Bendayan. Voilà. Jérémy de Splasher. Quoi vous dire, à part qu'il portait un t-shirt un peu un peu décousu, un peu lui décousu aussi. le col était un peu trop bas. Non, mais là on se moque de lui parce que c'est un bon, mais ouais, Jérémy c'est le crack du game. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur le modèle agence, sur le modèle agence, il est imbattable. Il est d'une créativité incroyable. Genre le gars, il connaît le truc comme sa poche. Et comme il nous disait, il est imbattable sur le domaine des réseaux sociaux, de la création de contenu. Pourquoi ? Parce qu'il adore ça. Il adore ça. C'est son kiff, tu vois. Et si demain, tu vois, tu me poses des questions sur la Formule 1, je pense que je serai meilleur que toi parce que je kiffe ça, tu vois. Sûr. Que je kiffe ça foncièrement, j'ai pas l'impression d'avoir eu à apprendre quoi que ce soit. Et lui, c'est ça. Et c'est en ça que vraiment, il est au-dessus de tout le monde sur la création de contenu et sur le modèle agence. Parce que vraiment, c'est son grand kiff. Donc, Armand, il a amené des choses par rapport au modèle agence, tu vois. Mais c'était plus par rapport à sa personnalité, par rapport au modèle solopreneur, tout ça, par rapport aux études. Jérémy, il a amené complètement autre chose et c'est tout aussi intéressant si vous voulez lancer votre agence parce que là il a été dans le concret quand même, Jérémy, tu vois. Il a discuté avec Hugo qui lui aussi Hugo c'était le junior qui était là, qui lui aussi a lancé Block Media, son agence, tu vois. Donc ils étaient quand même dans des sujets assez deep sur tout ce qui était recrutement au sein de l'agence, tout ce qui était gestion du portfolio, de la clientèle, tout ça, comment tu gères un client un peu chiant, comment tu prices bien ton service, tout ça. Donc c'était vraiment sur le modèle agence. Là, il y a eu une vraie discussion, encore une fois, un très 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 bon match, je trouve, entre le junior et le senior. Donc, et ça rejoint clairement ce que tu dis, Saclay. Parce que Saclay, c'est être passionné dans ce que tu fais pour que le travail devienne un amusement. Voilà. C'est fait. Franchement, les gars, c'est sûr qu'il y a un truc qui vous fait kiffer dans la vie. Enfin, c'est pas possible que tu ne sois pas passionné par quelque chose ou que tu ne t'intéresses pas à quelque chose. Et dans tout, il y a un possible que tu n'aies pas découvert. Ou que tu n'aies pas découvert, oui. C'est possible que tu ne saches pas encore ce qui te passionne, tu vois. Ouais. Tu peux être en mode, ouais, bah moi, ça a longtemps été ça, mais c'était en mode, non, bah, qu'est-ce qui te passionne ? On me posait cette question, je suis en mode, j'aime bien le foot. C'était ça. J'aime bien la musique contemporaine et j'aime bien sortir avec mes amis. Voilà, c'est ça. Et tu te dis, mais je peux pas faire un business à partir de musique contemporaine et à partir de sortir avec mes amis, tu vois. Si. Bah, alors si t'aimes sortir avec tes amis, oui, tu peux faire des événements, tu peux organiser des soirées. Si t'aimes le sport, tu peux. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Non. Il n'y a pas que ça. C'est sûr qu'il y a d'autres choses que vous aimez et on ne peut que. Pour découvrir ce que vous aimez, vous ne pouvez que essayer, en fait. Il faut que vous essayiez pour découvrir ce que vous aimez, en fait. Si vous n'essayez pas, que vous n'avez pas, comme il disait Marc, les petites antennes qui captent un peu les différentes opportunités, aller se tester ici, aller se tester là. Tu vois, nous, quand on a lancé le podcast, on savait pas où on allait, tu vois. On s'est dit, bon, vas-y, on va essayer. Parce que on a machin qui peut nous prêter un micro, on a truc qui peut nous prêter un enregistreur. Allez, go, on se lance, tu vois, on voit ce que ça donne. On a fait 4-5 épisodes. Putain, on a eu Olivier Ramel, quoi. On a eu Olivier Ramel à l'épisode 6. On a eu Timothée Ligné, épisode 4, s'il te plaît. Oui, non, c'est très bien, Timothée Ligné. Mais Timothée, ça restait quand même le réseau. Enfin, on le connaissait plus ou moins, tu vois. Olivier Ramel, c'est le premier qui est venu parce que c'était la dernière clé, parce qu'on, voilà, tu vois. Et donc vraiment top, quoi. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Mais très bien. Moi, j'ai rien d'autre à dire. On passe à l'épisode 14, ouais, qui s'appelle Raphaël Demnard.
Et un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements en post-prod. Non, trop chiant. Là, pareil, tout nouveau concept pour nous, parce que c'est la première fois qu'on prenait en senior le boss d'une boîte et en junior le stagiaire. Et donc, j'ai trouvé l'exercice hyper sympa. Parce que, alors moi le junior c'est un de mes meilleurs potes qui est venu et du coup son boss, je sais qui il est, Raphaël Demnard qui a monté la boîte Sampléo, qui fait du coup de l'influence, c'est un modèle comme Ivancy, comme a fait Dorian Chavarella, mais plus du coup sur de la nano-influence pour des campagnes d'influence pour des marques. Et ce qui était génial, c'était de voir en fait comment on peut aussi créer une synergie entre un stagiaire et son boss sans filtre. Et l'exercice était plutôt réussi. Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool, il nous a expliqué un peu comment il s'était pété le truc. Mais parce qu'en fait, il y a des anecdotes. Enfin, surtout dans ce modèle-là où en gros, alors je sais pas si j'irais chercher non plus Nicolas Yarominus de L'Oréal avec un stagiaire. Ouais, ça serait plus compliqué. Alors au-delà de tout ça, avec Raphaël, ce qui était top, c'était que c'était quand même une belle histoire entrepreneuriale où il s'est donné du mal et ça finit par un rachat par un beau groupe comme Webedia, tu vois, et t'as une belle histoire entrepreneuriale, tu vois. Ouais. Une belle histoire entrepreneuriale, donc un épisode encore une fois qui était vraiment peut-être un peu plus classique, mais qui respectait notre ligne directrice, notre ligne éditoriale, tu vois, notre ligne directrice. Et franchement, là, ce mec, il est trop fort, quoi. Il y a rien à dire. Ouais. Il a donné des super conseils. Là, comme ça, j'en ai moins qui reviennent en tête. Mais sa clé déjà. Mais sa clé, c'était ne pas se brider sur ses idées et parler de ses projets. Ah oui. C'est ça, parce que lui, il a fait le master à l'EM Lyon. Voilà, oui, c'est vrai qu'on avait toute une partie. Et en fait, on a toute une partie où il expliquait qu'en fait, il arrivait dans le master et qu'en fait, personne ne parlait, n'osait parler de son projet. Tout le monde était un peu dans son coin. Et en fait, la première chose que son professeur lui a dit à la première heure du premier cours, c'est parler de vos projets. Et parler entre vous et parce que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'était ne pas. Enfin. Il faut pas avoir un scaphandre autour de la tête, tu vois. Il faut pas se dire que son idée, tu peux pas la dire à tout le monde parce que sinon on va te la voler, tu vois. Une idée, ça ne vaut rien même si tu la donnes à un autre gars. Mais c'est surtout que ton idée, il y a 1000 personnes qui l'ont à la seconde. Que ton idée, t'es pas le seul à l'avoir eu, tu vois. C'est très rare. C'est donc quand t'as l'opportunité d'en parler, en fait, parle-en. Parce que ça ne peut que te donner du feedback, ça ne peut que te ramener des idées, de l'inspiration, comment faire évoluer le truc, même pourquoi pas travailler avec la personne. Si elle te dit « l'idée est dingue », tu vois, et que tu commences à dire « Ah putain, est-ce qu'il va se lancer sur le même truc ?» Et nous, on l'a vu, on l'a vu dans notre master, c'est pareil. Hein. Enfin, en vrai, il y a plein de gens qui étaient très reclus sur leur... La métaphore du scaphandre, là, c'est je crois Daria de notre master qui nous avait fait cette remarque-là. N'ayez pas un scaphandre autour de la tête parce que déjà ça voudrait dire que vous avez un bon ego de penser que vous êtes le seul à avoir eu cette idée, mais en plus d'en parler, ça ne peut que vous être bénéfique. Ça ne peut que vous être bénéfique. Mais l'histoire de Zuckerberg qui se fait voler, qui a volé Facebook parce que les gars lui en ont parlé. Faut arrêter ce truc. C'est un mythe, tu vois. C'est un mythe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, et c'est pas pour vous blâmer, et parce que nous, on a aussi pensé comme ça avant. Bien sûr. Moi, je sais typiquement. Et vous avez tellement plus attiré à en parler que justement rester dans votre coin. Et moi, il y a quelqu'un. Mais c'est contre nature. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant le podcast là, il y a 2 mois. Avec une super idée de boîte, tu vois. Et il m'a dit, mais pour l'instant, j'en parle pas trop et tout. Directement, je l'ai arrêté, je lui ai dit, frérot, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans mes podcasts, c'est que t'as tort. Ne pas en parler, t'as tort. Ouais. T'as tort. Il faut que tu en parles, il faut que tu ailles confronter ton idée, il faut que tu vois ce que les gens en pensent. Après, si t'en parles à des gens en soirée qui ont, tu vois, c'était un truc dans la restauration. Si t'en parles à des gens en soirée qui ont rien à voir avec la restauration, ils vont te donner du feedback qui va être qui va avoir très peu de valeur. Par contre, si t'en parles avec des chefs cuistots, si t'en parles avec des gens, tu vas faire des événements dans la restauration, des salons, des trucs, des machins. Là, il faut vraiment que tu t'essaies de pitcher le plus possible, tu vois. Ruben Taïeb, il faut pitch. Le pitcher, plus tu pitches, mieux c'est, tu vois. Mais là où je pense qu'en fait, les gens, ils pensent, et c'est normal de penser comme ça, ou c'est contre nature de ne pas en parler. Moi, par exemple, j'en ai fait les frais. Typiquement, si vous avez tous eu une expérience salariale, vous avez fait des stages, etc., vous avez tous été dans des boîtes où, en fait,
tu ne pouvais pas réellement donner ton idée, ton propos, parce que ça allait être mal perçu, parce que donc tu étais bridé sur le fait d'être très professionnel, de rester dans ce cadre-là, etc. Et moi, je sais que ça me l'a fait. Et du coup, je sais que typiquement, mon cerveau s'est bridé en disant il faut que tu en dises le moins pour que les gens en sachent le moins sur toi et qu'ils t'attaquent le moins, du coup. Et en fait, c'est bête de penser comme ça. Enfin, moi, je pense que c'est un conseil que je peux vous donner et que j'ai vécu. C'est que il y aura plein de gens pour vous détruire, il y aura plein de gens pour vous attaquer. Donc ça, faut se le mettre en tête, faut se conditionner. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vous dire de la Des merde. haters. Des haters. Mais ils Sauf seront pas là que- pour vous voler votre idée. Hein. Non, ils seront pas là pour vous voler les idées. Et en fait, franchement, assumez-les. Et ouais, il y aura des gens. Et franchement, plus il y aura d'haters, plus votre idée elle sera bonne. Ouais, clair. C'est clair. C'est clairement Et ça. plus ces haters vous donneront de la visibilité en plus, donc c'est tant mieux pour vous. Non, franchement. Donc vous bridez pas parce que franchement, ouais. cette clé-là est hyper intéressante. Hyper intéressante. On continue avec. On arrive déjà vers. On est à Raphaël Reyes. Raph Reyes. Alors Raph, c'est un ami à moi qui je voulais le faire venir dans le podcast depuis quasiment le début parce que je trouvais ça important d'avoir différents types d'entrepreneurs et Raph c'est un artiste. Raph c'est un artiste, donc déjà son épisode a hyper bien marché. Parce que le gars est un personnage et je pense que quand tu vois sa tête et que tu l'entends parler, tu es obligé d'aller en voir plus en fait. T'es obligé tu te dis mais c'est qui ce mec, il faut absolument que je comprenne un peu c'est quoi son délire. Pour moi c'est le prochain Virgil Abloh. Ça, on l'a dit. C'est On l'a annoncé, ça sera le prochain. si c'est vrai, on aura été les premiers à le dire. Mais non, c'est trop bien de voir comment il a pu évoluer parce qu'en plus t'es artiste, tu n'es pas artiste, tu vois. Tu ne n'es pas artiste. Donc comment tu passes, c'est quoi les processus qu'il y a eu dans sa tête pour qu'il arrive à faire des plexiglas de taré qu'il vend à Warwick et qu'ensuite il devienne créateur de mode parce que du coup il avait une patte graphique incroyable et qu'il a une imagination débordante. Et après comment tu fais aussi pour monétiser tout ça et réussir un business derrière, tu vois. Moi, ce qui me fascine C'était j'en ai rencontré dingue, des cet gens épisode. comme Raph, mais ce qui me fascine chez ces gens-là, c'est juste leur façon de penser, mais qui est tellement décalée par rapport à la façon Bien traditionnelle sûr. dans laquelle on a eu notre éducation, on nous inculque des choses, etc. Et vraiment, c'est les personnes comme Raph, c'est des personnes qui C'est sortent. de là que lui vient toute sa créativité, Mais tu oui, vois. c'est Lui, parce il pense vraiment qu'on est dans une matrice. Ouais, il le dit, lui, c'est vraiment sortir. La clé de Raph, c'est sortir de sa matrix, c'est se dématrixer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez regarder Matrix et puis revenez hein, si vous comprenez pas cette phrase. Mais ouais, sortir de la matrice. C'est tout ce que tu vois, tout ça, c'est faux. T'es dans la matrice. Si t'arrives à sortir de la matrice, pilule rouge, Tu prends du recul en prends fait du recul sur les le choses. monde. Tu vois les choses différemment et ça te permet d'être plein d'inspiration et de créer du contenu de malade, de créer du hardware en l'occurrence. Ouais. Donc si vous avez des gens, Regardez-moi ça comme c'est beau, putain. Ça, c'est du very rare. c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Vous apportez une belle pièce. Ouais, et moi je porte beaucoup de very rare parce qu'il fait des promos de dingue avec ses amis. Non, franchement, si vous avez des amis où vous dites mais les mecs ils sont trop chelous, enfin même pas des amis, mais des gens, des connaissances, des gens dans vos classes, dans quoi que ce soit, dans le boulot, que vous les trouvez hyper décalés et qui n'ont pas le même mode de fonctionnement que vous, allez vers eux. Parce que vraiment, vous allez C'est en des gens apprendre intéressants. plus que les gens qui vous ressemblent. Je Ouais. vous jure. C'est des gens, il faut vraiment les chérir. Il faut les garder. Parce que vraiment, ils t'apportent une vision, une sagesse, un recul sur la vie que tu n'as pas du tout. Alors des fois, il y a des trucs qui sont totalement fous et que tu peux ne pas Ouais, prendre des en fois, tu te considération. dis, Des je sais trucs- pas c'est quoi sa drogue, mais j'ai envie de tester. tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Mais donc des il faut fois, pas, ouais. il y a des trucs, faut pas tout prendre non plus. Mais franchement, si t'as un bon discernement et que t'arrives à piocher vraiment le positif de ce qu'il va te dire et que tu l'allies à toi, ta force et Ou ta en tout cas, ce personnalité, qui te correspond. voilà. et- Bah alors là, t'en fais une méga force. Ouais, bien sûr. Voilà. Épisode 16, Clément Alteresco. Clément Alteresco. La sagesse. La sagesse incarnée. Je sais pas comment dire. Le mec était posé. Tu vois, genre, c'est peut-être pour ça que l'épisode a un petit peu moins bien marché, parce qu'il a une voix un peu plus monotone, mais les gars, faut aller écouter. Il faut aller écouter. Tout ce qu'il dit, c'est de l'or. Genre vraiment, il est très posé, tu vois, et en fait, il t'explique qu'au début, il bossait avec Gonzague, qu'il a fait ses trucs, et puis que ça l'a mené là, qu'il y a un gars qui lui a dit, ouais, j'ai un peu d'espace à vendre.
C'est beaucoup d'opportunisme aussi, Clément. Oui. Mais genre, la sagesse, tu vois, c'est tu prends le temps d'analyser une opportunité, ce qu'elle est bien, ce machin, et au final, tu fais les choses. Et il a créé Monday. Arrête avec Monday, s'il te plaît. Morning, oh là là, je fais encore de la À pub pour chaque Monday. fois, hein. C'est dingue ça. Hein. Il a Et, créé et- Morning, et il a créé Morning, qui le est, concurrent français de WeWork, c'est sur ça, les bureaux à c'est- partager. c'est dingue, quoi. Et quand tu lui parles, tu sais, quand tu penses à WeWork, tu penses à Tu penses à Adam Newman, Adam Newman, ce mégalo Et- qui fait et- des trucs de fou. et tu te dis, bah, le Adam Newman français, il doit être au moins un peu fou, tu vois. Bah non, C'est c'est la l'opposé. sagesse. C'est C'est la l'opposé. sagesse, les gars. C'est la sagesse incarnée, et il a lâché plein de trucs hyper intéressants. Donc, encore une fois, allez Et écouter ce qui était l'épisode. dingue dans cet épisode, c'est que le junior, il bossait dans une start-up qui Oui. louait des bureaux chez Morning. Ouais, c'est ça. Euh, Samuel, il travaillait. Il louait un espace de travaillait dans un coworking chez espace, il travaillait dans un espace Morning. Donc très très marrant. En fait, et donc je me rends compte qu'en fait, on a quand même testé plein de concepts Ouais, avec ouais. les juniors. Mais c'est cool, c'est ça qui est cool. Je pense que c'est pas il faut pas qu'on répète trop souvent, tu vois. Non. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, moi, dites-nous, mais. ouais. On attend. Mais je pense que plus on teste des choses comme ça, tu vois, d'avoir le mec qui vient de la même entreprise, ou là, tu vois, de travailler dans les espaces de coworking. Il y a plein de scénarios comme ça qui sont possibles, qui travaillent exactement dans la même industrie, ou pas du tout. Comme À l'épisode l'opposé. 1, Salomé et Alexis. Ça a très bien Ça. marché aussi, tu vois. Ils se sont échangés des bails de ouf. Donc, voilà. Clément Alteresco, encore merci d'être venu. C'était vraiment Et lui, c'était un vraiment super prendre des épisode. décisions vite. Il rejoint Ah vraiment oui, sa clé, Armand. c'était prendre des décisions Ouais. vite, ouais, c'est ça. Se tromper vite. Comme ça, si jamais vous vous trompez, vous rebondissez directement. Bon, le 17, je pense que c'est notre plus gros épisode. Ouais. C'est vraiment. C'est en tout cas notre épisode avec l'invité le plus médiatisé. Et non, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que des Ruben Tayeb, des Olivier Ramel, il y en a. Enfin, c'est top, tu vois. Ils ont délivré des choses de dingue. Mais Éric Larchevêque, c'est l'entrepreneur qui est le plus connu, en tout cas, qu'on a reçu. De par ses expériences dans le travail, mais aussi surtout parce qu'il est jury de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Donc vraiment de l'inviter, en tout cas de réussir à le côtoyer au début, c'était un grand plaisir, mais de réussir à l'inviter et qu'en effet il soit vraiment venu et qu'on ait partagé un vrai moment avec lui, c'est une vraie chance parce que tout ce qu'il disait, encore une fois, moi je le dis beaucoup, mais c'est tout ce qu'il disait, c'était de l'or. En tout cas, tu l'écoutais et il te lâchait une dinguerie toutes les 5 minutes. Ouais. Dinguerie toutes les 5 Et minutes. encore un parallèle, c'est qu'on a eu Rémi Groussard, candidat de Qui veut être mon associé, et Éric Larchevêque, qui est jury de Qui veut être mon associé. Ouais, non, c'est clair. Donc à chaque fois, moi je trouve ça dingue d'avoir quand même les deux côtés. Et moi, c'est ça que je trouve cool dans la vie, c'est de pouvoir basculer d'un côté ou d'un autre, comme ça. Ouais. Moi, je l'ai vu là typiquement, on l'a fait avec Lucas. Il y a un an, on passait nos candidatures pour rentrer dans le MSIE. Il y a un mois, on faisait passer les candidatures pour le Ouais, MSIE. c'est dingue. Et du coup, et moi, je trouve ça fascinant dans la vie de pouvoir changer d'un côté et de l'autre comme ça, et d'avoir aussi les deux versions, les deux visions, parce que les deux sont hyper enrichissantes, ne sont pas similaires, mais t'apportent beaucoup. C'est clair. C'est clair. Et la clé de Eric, c'était. Et la clé d'Eric, C'était. Là, je ne l'ai plus. Pourtant, c'était. c'est plus savoir récent. diriger, c'est savoir s'entourer. Ah, savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Donc C'est vrai, on en ça- revient sur l'association. C'est Théo Lyon, une fois, qui a dit si t'es le plus intelligent dans la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. Et ça, je pense que c'est hyper vrai. Parce que quand tu diriges, il faut être capable de déléguer à des gens qui sont meilleurs que toi. Elon Si- Musk le disait aussi. Hein. Et si t'es le meilleur dans la pièce, c'est que t'es pas dans la bonne pièce. C'est que tu t'es pas bien entouré, en fait. Tu t'es pas bien entouré si t'es le meilleur. Il faut vraiment que tu t'entoures de gens meilleurs que toi. Et c'est, encore une fois, c'est ce que nous disait. Là, je vais parler d'un truc que je n'ai pas trop dit. Je crois qu'on l'a pas trop dit dans le podcast, mais on a eu des profs pendant ce master. Certains pédagogues, d'autres un peu moins. Marc Fournier, donc notre directeur de master, nous a dit il faut que vous alliez chercher, en fait. Tous les profs que vous avez sont meilleurs que vous. Ils sont tous meilleurs que vous, au moins dans un domaine. Et donc, si certains profs ne sont pas pédagogues, il faut aller chercher l'information. C'est à nous, en tant qu'adultes, en tant que gens qui ont envie d'en savoir plus, d'aller chercher l'information. Et ça, c'est vrai, je pense, partout, tout le temps, tu vois. Il faut vraiment bien s'entourer pour toujours apprendre, être tiré vers le haut,
et pas essayer de se dire ok, je suis en train de créer un empire et je suis au top de la pyramide, tu vois. Non, c'est pas le but. Le but c'est que tu crées, je sais pas, tu peux être au milieu d'une étoile, tu vois, si tu veux, à la limite, comme ça il y a des pics et tu mets quelqu'un sur chaque pôle, des gens meilleurs que toi, tu vois. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir et je trouve que c'est cool, tu vois, qu'il le dise lui-même, alors que pour nous c'est le boss absolu, qu'ils disent voilà. Il faut bien s'entourer parce que si je m'étais pas entouré comme je l'ai fait, j'aurais jamais réussi, tu vois. Je trouve ça c'est un beau message. Je trouve que c'est un beau message. Donc voilà, une clé encore une fois qui est pas unique, hein. On a eu d'autres gens qui nous ont dit que c'était important de bien s'entourer, mais que ça soit Éric Larchevêque qui nous le dise, je trouve que ça a pas le même poids. Et ça a encore plus de sens sur vraiment l'entourage, l'association. Ouais. Et donc, allez écoutez l'épisode. Encore une fois, là, vous allez avoir un petit paquet d'épisodes à écouter. Mais il a lâché beaucoup si ça vous parle, ce qu'on vous dit, c'est cet épisode-là qu'il faut aller voir. Il a lâché beaucoup d'infos que on n'avait pas entendu avant. Ouais, en tout cas qu'on n'avait pas entendu beaucoup. Ou alors dans une moindre mesure, mais non, là il a été très franc-parler, très ouvert, très très transparent avec nous sur tous ses débuts et tout, donc c'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, épisode à aller écouter. Épisode 18. Maxime Blondel. Maxime. Bah Maxime c'était top, hein. Maxime c'est un amour. C'est un gars aussi hyper solaire, hyper généreux, puis, en hyper fait, simple. Il était pile dans notre cible. Tu vois, il s'adressait pile au bon truc parce qu'en fait, il a son centre de formation qui est pour les jeunes. Ouais. Nous, on est en train de faire un podcast où on se dit on va aider principalement les jeunes, tu vois. C'était l'homme parfait, tu vois. C'est lui limite qui devrait être à notre place à animer le truc, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est exactement, on était sur le bon créneau, donc un grand plaisir. Et ce gars, je pense que tu peux lui parler de n'importe quel sujet. Je pense qu'il connaît énormément de choses et il est tellement de bons conseils. Enfin, sincèrement, je pense que c'est l'épisode où il y a eu le plus de mise en situation par rapport à la junior qui était Fatima. Il a vraiment été, il a été un consultant externe pendant 20 minutes. C'est ça. C'est vraiment. Qu'est-ce que t'as fait ? Ok, t'as appris quoi avec ça ? Ok, donc ça c'est top. Ah, j'aurais pas dit ça. Moi, c'est bien que tu aies appris ça. Donc on va faire ça plutôt comme ça. Ah, c'est marrant. Est-ce que t'as pensé à faire ça ? Non, j'ai pas pensé. Ah, bah tu devrais peut-être. Tu vois, c'est que des conseils. C'était très 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 pragmatique. Donc si vous aussi, franchement, si vous posez des questions sur des projets, il faut que vous écoutiez celui-là parce que vraiment, c'est plus même si c'est pas des questions qui sont en rapport avec un projet que vous lancez dans la même thématique, etc. C'est plus le raisonnement qu'il y a derrière sur ces questions. C'est en fait la façon dont il va percevoir ton idée et la remettre en question avec des bonnes questions. Et c'est ça en fait le plus important, je pense, à retenir de cet épisode, c'est la façon. Non, j'allais dire un truc, je suis pas sûr, mais même vous avez une question là. Envoyez-lui un message sur LinkedIn, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas des milliers derrière la caméra. Déjà, tous ceux qu'on a eu dans le podcast, il n'y en a pas un que vous ne pouvez pas envoyer un message. Bon, à part peut-être Éric Larchevêque qui ne va pas regarder non plus toutes les... Il essaye, il me l'a dit. Mais il n'y en a pas un qui n'est pas accessible. C'est pour ça qu'Éric Larchevêque, il aime tellement faire ça qu'il fait des trucs pour le plus grand nombre. Il fait des vidéos, il fait des lives Insta, il essaye d'aider le plus de monde à la fois. Donc peut-être que ça risque d'être un peu difficile qu'ils vous répondent, mais ouais, il y en a beaucoup. En tout cas, vous pouvez vous permettre de les contacter sur LinkedIn et je vous dis c'est bienveillance max, c'est pas malveillance max, c'est bienveillance max. C'est vraiment en tout cas c'est ça l'entrepreneuriat aujourd'hui. Moi je trouve ça trop cool. Donc n'hésitez pas à envoyer des messages si dans un épisode il y a une question vous auriez bien aimé la poser, tu vois. Je pense que vous pouvez tout à fait, en tout cas vous pouvez, ça c'est sûr, et ça sera pas mal vu et ça sera pas, vous allez pas vous attirer la haine de la personne, c'est sûr que non, parce que aider, c'est juste normal en fait. Il y a de plus en plus de gens qui le font, donc tant mieux. Et on termine avec le dernier épisode. Avec l'épisode qu'on a tourné aujourd'hui en plus. Et oui, on est dans les mêmes habits si vous regardez. Et en fait, l'épisode 19 qui était du coup avec Sixtine et Manon. Qui était un épisode spécial. Un épisode spécial parce qu'on avait envie de les inviter toutes les deux, sans que pour autant il y ait ce principe de junior-senior qu'on a toujours un peu essayé de... C'était un rapport de force un peu compliqué à gérer, parce que tu dis que t'es un junior, tu dis que t'es un senior, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est a priori plus en avance que l'autre. Maintenant, pendant des épisodes comme celui avec Julie Zimmerman et Liran, Huberman d'ailleurs, c'était pas le rapport de force était un peu différent, tu vois, c'était quand même, ils étaient plus au même stade, donc c'était plus une discussion ouverte. Là pareil, tu vois, c'était plus une discussion, elles avaient toutes les deux des choses à nous apporter et à s'apporter l'une à l'autre, donc vraiment moi je suis trop content qu'on ait fait cet épisode. Elles nous ont toutes les deux donné une clé. Ouais, que tu as noté, que j'ai noté. Sixtine, c'était oser
Oui, Sixtine, c'était Oser. D'ailleurs, elle a un podcast qui s'appelle Oser Marketer. Ah non, c'est non. Ah non, ça c'est pardon, Manon. c'est Manon qui a un podcast Manon qui s'appelle disait, Oser ouais, Marketer. qui disait oser. D'ailleurs, c'est Manon qui disait oser. Ouais. Donc faut vraiment oser pour elle. C'est Taylor Schiff qui nous disait ça, on l'a rencontré, il nous a dit que lui, sa carrière était basée sur le culot. C'est vraiment, il a eu le culot d'aller rencontrer les gens, d'aller leur dire, voilà, moi je suis qui je suis, je fais ça, tu vois, et il y a souvent ça n'a pas marché, et les gens l'ont envoyé chier, mais le culot, c'est un truc, c'est une force. Si vous avez aucune gêne, vous avez un super pouvoir. Genre, mais vraiment, c'est un truc qui ça peut vous faire passer pour un peu un connard de temps en temps si vraiment vous êtes à côté de la plaque et que vous avez aucune gêne à des moments où il faut en avoir. Mais par contre, c'est un super pouvoir pour réussir, tu vois. C'est un super pouvoir pour vous entourer des meilleures personnes. C'est un super pouvoir pour finalement sauter des marches, tout simplement. Et Sixtine, moi, je pense qu'avec Lucas, ça nous a fait énormément plaisir parce que Sixtine a créé un média. Que nous on est en train de créer un média et c'est pas une tâche facile, et de voir comment une jeune de notre âge a réussi à faire de ce qu'est aujourd'hui le crayon, moi franchement ça nous booste. Ça donne de la force, ouais. Mais ça nous booste, on se dit mais si elle a réussi à faire aujourd'hui de ce qu'il est du crayon, on peut clairement faire la même chose. Et du coup elle, sa clé c'était vraiment travailler en équipe. Elle c'est c'était vraiment au-delà, c'était même plus que juste l'association, c'était l'équipe. L'équipe, c'est vraiment l'entourage, les parents, l'association, tout ce qui touche à ton travail, t'es obligé d'être bien entouré. Donc c'est pas, ça revient pareil que. Ouais, mais s'il y a tant de gens qui vous le disent, les gars, c'est peut-être pour une raison. Hein, il faut bien s'entourer, donc essayez de prendre de la distance avec les gens qui vous tirent vers le bas et qui ne croient pas en vous, tout simplement, tu vois. Si tu dis ouais, j'entreprends, je suis en train d'essayer de lancer un projet, ah bon, ouais, mais tu veux pas essayer de trouver un taf c'est un peu plus stable, c'est plus sécure quand même, tu vois. Si c'est pas ce que vous avez envie de faire, cette personne-là, il faut pas l'écouter, tu vois. Et c'est pas une personne qui est saine pour toi, tu vois, parce que si tu fais ce qu'elle te dit, tu vas finir à 40 ans à ne plus en pouvoir de ton taf et tu vas tout plaquer. Et là, ça sera plus difficile que si t'as 20, 25, 30 ans, tu vois. Donc voilà. Ouais. Et moi, j'ai une petite question pour toi, Lucas. Dis-moi, Mathéo. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison 1 ? Eh ben, écoute, je suis très très content qu'on ait rencontré tous ces gens-là. Parce que c'est un peu égoïste, tu vois, mais au-delà du podcast, on a réussi à délivrer plein de choses dans le podcast, tu vois. Mais au-delà de ça, moi j'ai beaucoup appris, tu vois. Et genre ce que les gens ont appris dans le podcast, je l'ai appris 3 fois. Parce que chaque podcast, moi le montage, je l'ai monté, tu vois, les épisodes. Donc chaque chose que l'invité a dite, je l'ai assimilée, je l'ai comprise, je l'ai entendue, tu vois, pour de vrai. Et c'est pas je l'ai survolé ou j'étais en train de faire de la cuisine pendant que j'écoutais, donc le moment où j'ai dû retourner mon steak, j'ai pas écouté ce qu'elle a dit, tu vois. Non, là j'ai raté rien, j'ai raté aucune miette. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu dans cette première saison. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire le montage, parce que comme on parle beaucoup de choses hyper intéressantes, j'ai pas envie d'en rater une seule miette, quoi. Ouais. Mais tu sais que tu vas bientôt déléguer. Ah, bientôt, frère. C'est trop chronophage, le montage. C'est trop chronophage. Mon temps peut être utilisé mieux ailleurs. Oui, il faut. Et toi, Mathéo, qu'est-ce qui t'a plu dans cette Moi, série ? Écoute, non, franchement, c'était une belle découverte. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu être que ce soit dans un média, je pense que si j'avais pas fait une école de commerce, j'aurais pu faire une école de journalisme, comme elle disait aussi Sixtine. Moi, j'ai toujours aimé la prise de parole, j'ai toujours aimé entre guillemets être mis en valeur, se montrer, etc. En fait, je savais pas comment le faire. Que tu sois pas influenceur, mec. Ah, je sais pas non plus. J'ai failli faire les Marseillais, hein, mais c'est vraiment plus sûr. Mais heureusement que j'ai des parents. Non, et en fait, je pense que je sais pas, j'ai toujours eu au fond de moi ce besoin des fois peut-être à mauvais escient de me mettre en valeur, de me montrer, etc. Et en fait, je savais pas comment réellement le faire. J'avais pas trouvé la façon saine et la façon qui allait me faire vraiment envie de me mettre dedans. Et en fait, franchement, je te remercie de m'avoir tendu la main sur ce podcast, parce que ça m'a vraiment donné l'opportunité de me dire ok, c'est un monde que j'aime. J'aime aussi préparer les sujets. En fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout le travail en amont
des épisodes où tu prends le temps de réfléchir sur l'invité, d'assimiler ce qu'il a fait, ses études, ses expériences, quelle boîte il a monté, de voir un peu ses traits de personnalité, de préparer tes questions. Parce qu'en fait, c'est un vrai travail. Et en fait, ça m'a tellement plu. Et en fait, je pense que en ayant fait ce travail-là, que ce soit en fait dans l'entrepreneuriat ou dans le sport ou dans quoi que ce soit, ça c'est une qualité qu'on a acquise, qui restera à vie, quoi. Donc franchement, non, moi ça a été une super découverte. Et un plaisir, en tout cas. ouais, non, franchement, si je devais refaire une saison 1 autrement, bah je la ferais comme ça. Du coup, ça serait pas autrement. Ça serait pas autrement. Enfin, je la ferais comme ça. Parce que en fait, on est passé par tellement de steps. On est passé par vraiment. C'est clair. Dans l'appartement de Lucas, dans un salon, dans un studio, avec pas de caméra. Maintenant, Partager des micros. Partager un micro qu'on avait acheté à 60 balles. On avait sur le 2 bon micros coin. pour 4. Donc on était là, on se donnait le micro avec Lucas pour pas que ça s'entende. Et franchement, je pense que ça s'entend pas dans les épisodes. Vous savez pas. On a plutôt géré. Et du coup, c'est quoi ta dernière clé, Mathéo? Alors, moi, ma dernière clé, sans prétention. Celle qui t'a. Ou alors, tu as le droit de récupérer ce qui a été dit? Non, moi je pense que c'est vraiment. C'est quelque chose qui me correspond et qui a pu me faire défaut dans le milieu salarial. C'est vraiment d'assumer qui vous êtes. C'est vraiment de ne pas jouer un rôle et d'être vraiment vous-même. Quitte à vous froisser avec des personnes, mais franchement, être authentique, c'est clairement une clé qui me vient là directement en tête, parce que au final, là, je suis authentique dans ce podcast, et je pense que c'est le moment où en fait je suis pleinement moi-même, où en fait tu vis le moment. Il n'y a pas un autre moment que quand je fais mes podcasts ou quand je parle avec quelqu'un du média, du podcast, de quoi que ce soit, où je me reconnais le plus, tu vois. Donc franchement, ça, je pense que c'est un truc où vraiment n'ayez pas honte de qui vous êtes et soyez vous-même. Voilà. Ah, franchement, c'est un beau message. Et toi, mon Lucas? Moi, c'est en un mot. C'est faire. À faire. Le verbe faire. Genre, Ok. pour moi, le verbe faire, il veut tout... Faire en anglais ou en français? To do, quoi. Just do it. Parce que être fair, c'est être juste non, aussi. fair, ok, j'avais pas compris. Non, faire. Just do it. Ouais, tu vois, just en do anglais, it. tu vois. Ok. Just do it, genre comme disent Nike. C'est pour moi, c'est ce que vous pouvez faire de mieux, tu vois. Vous voulez entreprendre, bah, faites, tu vois. Et des fois, parfois même, tu ne sais pas par où commencer. Et ça, c'est faire, tu vois. C'est faire. C'est juste. T'as le droit de pas savoir par où commencer. Mais si tu ne sais pas vraiment par où commencer, c'est peut-être que tu vises trop haut, tu vois. Essaye de faire à ton échelle, tu vois. Tu veux lancer un centaure, tu veux lancer une licorne française en lançant un outil en SaaS, tu vois. Mon ref, c'est compliqué, tu vois. Donc, tu vas pas te dire, ok, je vais faire, donc je vais développer mon logiciel, tu vois. Non, si tu sais pas développer un logiciel, tu ne peux pas. Mais peut-être, tu peux commencer à aller voir c'est quoi les besoins, tu vois. À aller voir comment ils ont fait, tu vois, pour développer leur logiciel chez les voisins, tu vois. Tu peux essayer de faire du service, commencer en mode agence, tu vois, pour faire du compte-goutte, faire un peu d'argent. Ensuite, cet argent, tu vas le réinvestir chez des devs qui vont, eux, te développer un truc. Et au fur et à mesure, tu grimpes palier par palier. C'est step Donc, by step. C'est step by step. Et si tu ne sais pas par où commencer, c'est peut-être que Tu vises trop. tu vises trop. Ok. Et donc, voilà, c'est ça un peu ma clé, c'est faut faire. Et il faut arrêter de se lamenter en mode ok, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas par où commencer. Si tu ne sais pas par où commencer, c'est peut-être que ce que tu as envie de faire, c'est pas un truc que tu peux faire du jour au lendemain en claquant des doigts. Et qu'il y a un chemin pour y arriver. Ce chemin, il est pas tracé, mais en tout cas, si tu ne commences pas toi-même à te tracer ton propre chemin, tu vas pas arriver en haut du chemin, tu vois. Donc voilà, c'est de faire, de toujours essayer de trouver la motivation pour exécuter les choses, quoi. Ok, très belle clé. Voilà. Bah super. Bah écoutez, on a conclu là, ça fait un petit moment quand même qu'on enregistre 1h22, on va vous laisser avec l'épisode brut comme ça pour conclure cette saison. Ça nous a fait moi ça m'a fait très plaisir Ouais. de parler face cam comme ça pendant un moment.
Comme ça, peut-être que À vous cœur allez... ouvert. À cœur ouvert, comme ça, peut-être vous allez mieux nous connaître et plus apprécier les épisodes si vous allez les écouter par la suite et s'il y a une saison 2. Non, mais du coup, là, on va se prendre une petite pause pour là, voilà, bien réfléchir à... Cet épisode, il sortira, je pense, fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Non, peut-être courant août, je sais pas, non? Courant août, quelque chose comme ça, je pense. Oui, courant août, t'as raison, courant août. Courant août, donc on va faire une petite pause sur la fin août et on reviendra, on sait pas encore comment. On sait pas encore comment, il y aura peut-être un podcast, il y aura peut-être des vidéos, il y aura peut-être un podcast qui sera divisé en 2 podcasts d'une demi-heure qui sortiront plutôt toutes les semaines, peut-être qu'on va continuer à inviter des gens, peut-être qu'on va arrêter d'inviter des gens, qu'on va faire un autre format, on ne sait pas encore. Donc voilà, on va y réfléchir. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là à la fin de cet épisode d'1h30, franchement, c'est que franchement, vous êtes chaud. Vous êtes des boss et que sûrement vous avez déjà écouté nos anciens épisodes. Donc merci beaucoup. On se dit à bientôt pour la saison 2. Moi, je suis un peu triste de clôturer cette saison 1 quand même. Ouais, bah c'est la nostalgie. Hein. Ouais. C'est comme ça. On verra si on a encore le droit de venir squatter les studios de l'SCP. Ça, c'est pas garanti non plus. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se laisse là-dessus. La petite musique qui démarre. Et puis à très vite. Et puis à très vite. Et ciao. On se dit pas à 2 semaines, ça fait bizarre. Ouais, allez, ciao. Ciao. Ciao.